IA génératives peuvent-elles assister les services des collectivités? Sous quelles conditions? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre pour cette première table ronde de la matinée en compagnie d'Angela Rajnar, donc, qui est directrice du marketing public à la Ville de Plaisir, Bernard Giry, qui est directeur général adjoint à la transformation numérique à la région Île-de-France, et Manu Reynaud, qui est adjoint au maire en charge du numérique à la ville et à la métropole de Montpellier. Alors, ma première question pour vous, Bernard Giry, est-ce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut rappeler brièvement quelle est l'application de la région Île-de-France sur les sujets liés à l'IA? Parce qu'il y en a quand même pas mal. Bonjour, merci pour l'invitation. Et en tout cas, sur la partie régionale, on a deux axes. On va dire, on a la région en tant que soutien au développement économique et puis la région en tant qu'administration et ce qu'elle peut faire. Donc, sur le premier axe, et c'est l'axe sur lequel on avait le plus investi, qui était le soutien aux entreprises. On avait créé le PAC IA, qui était une façon d'inciter les entreprises à démarrer des projets d'IA. Donc, on l'a fait avec le Hub France IA, qui avait présélectionné un certain nombre de consultants, d'entreprises. On avait packagé une offre, c'est-à-dire des prix de journée identifiés. On parlait tout à l'heure de l'aspect contractuel. Et donc, pour simplifier le travail des entreprises, on avait packagé cet ensemble de coûts, de conseils et d'aide au démarrage. Et on était à plus de 50% de subventions pour les aider. Ça a pris un peu de temps au démarrage. Et puis finalement, il y avait besoin de beaucoup de conviction, d'animation, etc. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Deuxième axe, c'est aussi le soutien à la recherche. Depuis 2016, donc on a ce qu'on appelle les domaines d'intérêt majeur, qui sont des réseaux de recherche. Et donc, on a structuré un grand réseau de recherche à l'échelon de l'Île-de-France. Donc, les 4 grands instituts se sont mis ensemble pour pouvoir développer des programmes et donc de soutien de thésard, de bourse, postdoc, investissement. Donc, je dirais que ça, c'était les deux grands axes classiques de la région. Et puis on y reviendra, on s'est dit qu'il était temps aussi que l'administration régionale s'intéresse à l'IA. Autant on avait encouragé les entreprises à l'utiliser, on n'avait pas forcément encouragé nos directions ou nos métiers à le faire. Et donc c'est ce dont on va parler. On y reviendra dans quelques petites minutes. Manu Reynaud, vous avez fait une entrée remarquée sur le débat sur l'IA générative, notamment en interdisant l'utilisation de ChatGPT pour la métropole de Montpellier, pour ses partenaires, pour ses fournisseurs. Donc ça a été le temps d'y voir un peu plus clair. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette levée de bouclier par rapport à cette technologie? Est-ce qu'il y avait déjà une utilisation un peu en mode shadow IT, comme on dit, des agents qui s'en servaient un petit peu en cachette pour faire des choses? Alors, première chose, Pardon, il faut appuyer, pardon, il faut l'allumer. Hop. Voilà. Merci. Première chose, pour une réponse très simple, en fait, on n'est pas dans Second Life. C'est la vraie vie. Et nous, quand on est à la tête d'une collectivité, qu'on est responsable de la collectivité, on a des process. Et je vous donne toujours l'exemple d'un feu rouge. Pour un feu rouge, il faut 2 études d'impact, je vous parle pas des consultations. Et alors, si vous avez la chance, comme à Montpellier, d'avoir 5 lignes de tramway, il y aura forcément un tramway. Et là, c'est une autorisation au ministère. Voilà, on fonctionne avec des process. C'est-à-dire que quand on utilise des systèmes, notamment informatiques, on a des dispositifs d'instruction. Et là, on arrive avec un système qui est mis à disposition de tout un chacun, qui plus est de façon gratuite. Je ne reviens pas sur toutes les questions. Et qui pose des problèmes de légalité, de droit de propriété intellectuelle, qui pose des problèmes de confidentialité des usages. Vous avez tous en tête les erreurs qui ont pu être faites. Et puis derrière, vous avez en plus des informations qui peuvent ne pas être les bonnes. De surcroît, dans un premier temps, elle n'utilise pas les données de la collectivité, ce qui est une chose, mais donc il faut les lui donner pour qu'elle puisse travailler dessus. Et donc là, on se retrouve à potentiellement donner des données qui peuvent être confidentielles, protégées, des données personnelles. Alors là, on est dans un gros problème de légalité. Donc, à titre conservatoire, on a pris la décision de l'interdire. C'est-à-dire, en fait, tout simplement de rappeler les droits et le statut pour les agents publics ou les contrats de travail pour ceux qui sont contractuels, qui rappellent qu'on ne peut pas utiliser, qu'il y a une certaine confidentialité, les données personnelles. Enfin, ça rappelle à la loi. Après, on n'a pas fait de flicage parce que tout ça est très vite dépassé, surtout pour ceux qui savent. Et puis, effectivement, du shadow IT, il y en a toujours. Mais moi, je reviens juste pour conclure sur, en fait, aujourd'hui, les derniers pourcentages pour les grandes entreprises, c'est 82% des gens qui ont interdit ce type d'usage en utilisant les données de l'entreprise. Et on se retrouve bien à avoir des solutions, parce que ce n'est pas la technologie qui est en cause. C'est la façon, à la fois la façon dont elle est mise à disposition sur la question des données. On pourra parler de souveraineté, on pourra parler d'éthique, on pourra parler de beaucoup de choses. Mais on vit un peu une question du hype de ces questions. Et moi, je pense que c'est important de le dire, parce qu'on va assister à une jungle. On y reviendra, un ensemble de propositions de produits, d'entreprises, sur tout un tas de sujets qu'il va falloir anticiper. Puis ça va un peu rebaisser, mais c'est aujourd'hui qu'il faut poser les bases. Et cette interdiction, elle avait un sens politique, puisqu'on a été les premiers à le dire
pas à le faire, à le dire. Vous êtes plutôt geek que technophobe, par ailleurs, à titre perso. Voilà. Et d'ailleurs, la doctrine, moi, que j'ai demandé à l'administration avec Mickaël Delafosse sur ces questions-là, c'est d'expérimenter et de justement, dans la question de définir un cadre, la question c'est de maîtriser. Et c'est la question d'avoir une doctrine. Et de le faire au moment où on peut mettre les bases. Parce que je ne vais pas parler d'hiver de l'IA, ça serait plutôt en rapport avec la technologie, mais tout au moins en matière de communication, là on fait du hype. Donc on va parler de tout. On va parler depuis les libertés publiques jusqu'aux questions de géopolitique, en passant par la confidentialité des données. C'est génial, on parle du numérique. Faisons-en un sujet politique sur, ne comptons pas uniquement sur la Sainte Union européenne pour la régulation, il y a aussi des usages qui vont se faire en mesure, mais c'est le moment d'en parler, de poser des bases sur qu'est-ce qu'on veut par rapport à ces technologies. Angela Rajnar, vous avez déployé dans la ville de Plaisir un chatbot vocal, donc on appelle aussi un callbot, animé par l'IA pour répondre au téléphone à vos concitoyens. À quel besoin répondait cette initiative ? Bien écoutez, la ville de Plaisir, qui est une ville moyenne d'Île-de-France, à côté de Versailles, qui accueille 32 000 habitants, reçoit quotidiennement entre 400 et 600 appels au téléphone. Et à l'époque où on a commencé à réfléchir sur une solution alternative, nous ne pouvions réceptionner que 30% des appels entrants, faute de personnel et de moyens financiers pour accroître le nombre de personnels. Sachant qu'on peut avoir jusqu'à 15 appels simultanés. On a également constaté que les informations demandées étaient souvent sans grand intérêt. C'était les horaires d'ouverture de la mairie, les pièces à fournir pour les cartes d'identité, etc. Donc très peu de plus-value pour les agents qui répondaient au téléphone. Et donc du coup, une baisse de motivation et des difficultés de recrutement, tant en mobilité interne qu'en externe pour ce type de poste. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on a commencé à réfléchir à une solution alternative et le callbot, qui s'appelle également un assistant conversationnel, a semblé répondre à notre problématique. On reviendra plus dans le détail tout à l'heure, la façon dont ça a été déployé et toutes les conséquences derrière. Bernard Giry, est-ce que vous avez identifié dans les différents services de la région des cas d'usage auxquels l'IA pourrait contribuer, auxquels elle pourrait apporter davantage de performance et de fluidité ? Oui, et je dirais que pour faire le lien avec la précédente présentation, c'est vrai qu'il y a un problème méthodologique aussi pour démarrer. Il s'agit effectivement d'identifier, alors il y a un peu une interaction entre les solutions et les sujets, ce qu'on veut traiter. Comme vous l'avez dit, vous aviez un problème et vous l'avez identifié, c'est celui-là sur lequel on va investir, parce qu'on considère que c'est un point pénible pour l'administration sur lequel on peut gagner du temps ou améliorer la qualité de service. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Il y a toute la partie processus, et c'est aussi une interrogation des processus. Et donc, il faut s'autoriser à repenser le processus aussi quand on fait ces sujets-là. Et bien souvent, on le voit, on a des agents engagés, mais qui peuvent faire ça depuis 5, 6, 7 ans. Ils ne s'autorisent pas à le repenser. Donc, il faut pouvoir donner le cadre de s'autoriser à repenser, voire à repenser le cadre d'intervention. Et donc, je dirais que ça, c'est une deuxième étape. On a vu toute la partie data, et pour nous, c'est pour ça qu'on a démarré, je dirais, on a créé la direction générale en janvier 2022. La question de l'IA se posait déjà à l'époque et on avait dit on attend un peu, on va d'abord travailler sur la structuration de nos données, où elles sont, comment on fait, pour s'engager finalement seulement au printemps 23, à un moment où on pensait qu'on était un peu plus mûr sur ces sujets-là, même s'il reste beaucoup à faire. On parle d'interlocuteurs. Dans ce cadre de travail, on a souhaité partir avec des gens motivés. On est dans une phase effectivement de construction de doctrine, de consolidation. Et donc, on n'avait pas envie d'engager la totalité de la collectivité. C'est plutôt de dire, voilà, on a des acteurs qui ont envie d'avancer avec nous dans les directions métiers. Et effectivement, on va former des duos entre nos équipes et les directions métiers sur lesquels on va pouvoir avancer. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a effectivement identifié, on pensait démarrer avec 2-3 cas. Et finalement, on a abouti à 8 cas. Qui n'est pas uniquement de l'IA générative. Du coup, on a élargi aussi le champ de l'IA naturellement, même si le sujet était là. Et donc, la région, les régions, c'est quand même des grosses boîtes à subventions. Hein. Donc, on a 400 dispositifs d'aide aujourd'hui actifs. D'ailleurs, je ne les connais pas tous. Ça suscite des vocations. Oui, et bien du coup, il faut la maîtriser. Et puis, on est dans un processus où la région dit voilà ce qu'on peut faire. Et donc, on se réinterroge en disant est-ce qu'il ne faut pas réinverser sur un angle chat GPTDZ, qui est dire voilà, je suis francilien, j'arrive en Île-de-France, je viens d'acheter une maison, qu'est-ce que la région peut faire pour moi ?
Eh ben, typiquement, voilà, vous pouvez avoir une aide pour acheter un vélo électrique, pour rénover votre chaudière, etc. Donc, renverser ce modèle, et donc ça, c'est le premier cas sur lequel on va avancer. Le deuxième, c'est vraiment un usage interne, en tant que, puisque dans notre direction, j'ai à la fois la DSI, la direction de la donnée, et la direction du numérique et le numérique des lycées. On va gérer 150 à 200 SI, plus applicatifs, etc., avec toutes les formulaires, les DAT, les documentations. Et on voit qu'à un moment donné, les équipes, que ce soit infogérées ou internes, n'ont plus accès ou ont une difficulté de mémoire. Et on se dit, allons sur une sorte de tech support qui va se nourrir. Donc, ce qu'on croit beaucoup, en tout cas pour nous, et c'est ce que vous disiez, finalement, un catalogue de données maîtrisé, le nôtre, sur lequel on va entraîner un algorithme qui restera chez nous. Donc, évidemment, ce type de données, le tech support, n'a pas vocation à aller sur ChatGPT, puisqu'il y a tous les enjeux de cybersécurité, de confidentialité, etc. Mais en tout cas, voilà, un outil, je dirais ce que j'appellerais moi vertical, avec des données qu'on a validé et sur lequel on va entraîner le support. Donc, deuxième aide. Et puis, tout à l'heure, vous parliez d'enrichissement des actes administratifs. Effectivement, on se rend compte qu'on a beaucoup de difficultés à les rechercher dans des délibérations qui étaient en PDF, etc. On peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une maîtrise de la technique de la lecture du PDF, mais derrière, de la structurer pour pouvoir aller y chercher, c'est quelque chose qui nous intéresse et sur lequel on va avancer. Et puis un autre cas assez intéressant, alors là c'est vraiment l'effet inverse, c'est la notion de sourcing, puisqu'on est la région Île-de-France, donc c'est vrai que vous parliez de souveraineté, etc. On cherche quand même à identifier des entreprises localisées en Île-de-France qu'on pourrait aider ou avec qui on pourrait travailler. Et là, c'en est une qui travaille sur la sémantisation et la valorisation des photos. Petite pépite qui, de fait, par exemple, là, le sujet, c'est que nous avons 200 000 photos en stock à la direction du patrimoine régional. Ces photos ne sont vues par personne, à part les 13 conservateurs qu'on embauche. Et donc, il y avait toujours cette volonté de les exposer, de pouvoir y travailler dedans. Mais la notion de sémantisation, et donc c'est ça l'élément clé, c'est que ces données photos ne sont pas annotées dans leur totalité. Typiquement, je prends l'exemple, et on a fait le test là-dessus, sur une photo de l'intérieur d'une cathédrale. Vous allez avoir le triforium, qui est un petit élément architectural de cette cathédrale, n'est pas forcément annoté dans la photo générale qui a été prise. L'IA est capable d'aller chercher cet élément-là, soit par une interrogation en langage naturel, soit par, comme on l'a vu, une photo de ce détail. Et ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que là, on n'a pas cette notion d'annotation et d'entraînement aussi forte, chien, chat, etc. Et donc, on va essayer d'avancer là-dessus. Ça a aussi un intérêt pour les collectivités, c'est que ça peut aussi m'aider à trouver la photo de Valérie Pécresse visitant un lycée professionnel. Et parmi les 15 000 photos qu'a la direction de la com, ça les aidera aussi, on pense, à sortir des photos de ce type pour des rapports, etc. Donc voilà, donc la petite start-up qui s'appelle BeWant et que j'aime beaucoup et j'en fais la promo à chaque fois, mais je trouve qu'elle travaille aujourd'hui en direct avec Intel et sur ces sujets-là, donc on a aussi des boîtes qui sont en capacité d'y arriver. Et puis peut-être autre élément pour nous, les cantines. Donc on a parlé tout à l'heure au début de l'exemple de Nantes ou Toulouse. On a 469 lycées, je crois qu'on a environ 380 cantines. Et donc, comment on peut réduire le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu face aussi à l'inflation et puis l'inutilité de produire ou de faire des repas pour rien. Donc, l'idée, c'est de s'interroger sur notre capacité à réduire ce gaspillage. Et là, on regarde ce qui se fait ailleurs et on a aussi regardé, c'était une société qui a travaillé là plutôt pour de la restauration privée et comment adapter le modèle. Et donc, ça rejoint aussi la conclusion. Effectivement, il n'y a pas une IA, il y a des IA et elle n'est jamais toute prête. Et donc, il y a toujours cet effort de vérification si le modèle proposé nous permet bien des gains d'économie. Voilà, donc effectivement, là, c'est un enjeu de trouver, on a des données plus classiques, la météo va sans doute influencer, évidemment les vacances scolaires vont jouer sur le nombre de repas, ça c'est trop facile, mais il y a d'autres indicateurs qu'on doit trouver et qu'on doit sans doute récupérer aussi. Donc voilà un peu les sujets. L'idée pour nous, c'est là, on est dans des marchés d'innovation, donc vous parliez de la phase contractuelle. On est parti à ce stade-là, on s'est dit, il y avait une volonté, nous, de la présidente, de faire des marchés d'innovation pour construire la doctrine et derrière de voir, y compris, je vois Rachid Dada, les questions que ça pourra poser en termes d'infrastructure, d'hébergement des algorithmes, etc. Là, aujourd'hui, on le fait avec les entreprises et on verra si ça fonctionne derrière.
Manu Reynaud, où en êtes-vous aujourd'hui sur l'IA générative après cette entrée en scène un peu spectaculaire en disant stop? Est-ce que vous avez identifié aussi, parce qu'on a compris que vous n'êtes pas foncièrement opposé au principe, c'est juste une question de respect de process. Est-ce que vous avez identifié des cas d'usage pour lesquels on Oui, pourrait alors, faire appel à ça? comme je vous le disais, on essaie de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire d'instruire au niveau des besoins et puis trouver, comme vous disiez tout à l'heure, des choses qui ont du sens. D'abord, définir une stratégie, une doctrine, ça me paraît essentiel, et identifier les cas d'usage. Puis je voudrais prendre 2 exemples par rapport à ce qui a été dit, Jean-Paul Muller a dit et tout, mais ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il y a des choses où, à un moment donné, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait. Je vous donne l'exemple de tout à l'heure sur la détection des conflits d'intérêts pour les élus. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans les collectivités. Ça, c'est un sujet qui est absolument... Parce que la loi a durci les critères. Et en gros, moi, je vous donne l'exemple pour Montpellier. Il y a une fois où, dans un conseil de 65, on était 20 à plus pouvoir voter. À la limite, à la fin, les conflits d'intérêts, ça va devenir vous êtes Montpelliérain, mais vous ne pouvez pas voter au conseil municipal parce que vous avez un conflit d'intérêts. Enfin, on en arrive à un truc ridicule. Moi, j'avais assisté à une présentation sur ces IA qui part d'un bon principe. Et quand on veut résoudre le problème qu'a posé la loi, parce que c'est la loi qui pose problème, moi, je suis allé voir l'intervenant qui avait fait la présentation. Je lui ai dit, vous ne pensez pas que ça serait mieux de changer la loi? Et ça serait finalement plus simple. Bon, mais ça, c'est anecdotique, mais c'est pour vous dire, il faut rechercher du sens. Je vous prends le cas des cantines. Alors, moi, j'avais regardé aussi attentivement la question des cantines à Nantes, qui avait effectivement mis en place des trucs extrêmement intéressants. Et je me disais, mais nous, ça marche pas du tout. Nous, en fait, il y a le responsable de la cantine, il appelle la cantine Jean Zé, il dit, est-ce que la petite Élodie et le petit Nicolas, ils sont là aujourd'hui? Et bon, mais je vous fais 15 002 ou 15 003 cantines. Et puis au final, de toute façon, on va pas gratter sur 5 repas par école, parce que c'est par école que ça se joue, on va pas gratter. Et en fait, j'avais oublié dans la démonstration, parce que c'était pas dit et c'était pas évident, qu'en fait, ils pré-réservaient pas dans cette situation. Donc là, ça pouvait se tenter. Pour nous, ça n'avait strictement aucun intérêt, puisqu'à la fin, on ne pouvait pas, en mettant en place, comme le disait Jean-Paul Muller tout à l'heure, un bazooka pour tuer une mouche, pour gratter 2 repas ou 1 repas par école, ça n'avait plus aucun sens. Donc, ça posait, toujours rechercher le sens, avoir une doctrine, avoir une stratégie, et bien conscientiser aussi les choses. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment pour être proactif dans ces technologies. Alors, dans les applis qu'on a réellement, il y a plus. Alors, la première chose qu'on a fait, justement, c'est d'aller voir Inetum et Jean-Paul Muller pour lui dire, avec nos délibérations, on va faire un démonstrateur sur des serveurs dont on dispose pour voir si on peut en tirer. Puis, ça, on a commencé à le faire, on continue. Puis, il y a des sociétés, qu'on en a parlé tout à l'heure sur les délibérations, c'est une vraie problématique qu'on connaît quand on est dans les collectivités, qu'on soit élu ou agent, c'est qu'en fait, c'est effectivement ce qui définit la politique publique. Mais en fait, à part l'expert du domaine qui a un peu idée de l'historique, en fait, en gros, ça a beau tout ça être en open data, alors avec plus ou moins de chances de qualification de données, je vous passe les détails selon la taille des collectivités, alors, évidemment, c'est plus facile dans les grosses. En fait, on a des difficultés pour rechercher. Quand vous voulez faire un benchmark, quand vous voulez faire une note, tout ça, c'est manuel. C'est absolument... mais on ne peut pas se rendre compte du temps qu'on y passe. Et surtout du gain qu'on a à partager. Et en plus, il faut rajouter un petit truc, les collectivités ne sont pas vraiment très partageantes, elles ont plein d'organisations professionnelles, plein de choses qui se font, mais elles font quand même beaucoup de choses dans leur coin, et donc chacun fait le même boulot. Et ces outils-là, et là il y a une solution, il s'appelle Delibia, là nous on vient de l'apprendre, et on est avec un certain nombre de collectivités à tester, parce que je vous dis, nous le but c'est de tester, d'être proactif, mais de fixer des cadres. Et c'est toujours ce qui est important, parce que la question notamment de l'IA générative, elle va se poser en premier lieu, c'est un peu la réplique de ChatGPT dans les suites bureautiques. Et alors là, autre problème, la grosse suite bureautique qui va intégrer ça, à partir du 1er novembre, puisqu'ils viennent de tarifer, c'est Microsoft avec Copilot dans sa solution Office 365. Alors, je ne vous dis pas, en tant que responsable d'une collectivité, le prix que nous payons à Microsoft pour déjà utiliser ces solutions d'OS et ces solutions de bureautique, mais là, avec la solution Copilot, moi, je vous le dis très franchement, au prix où ils proposent, nous ne savons pas faire. Voilà, c'est clair et net. Pourtant, les potentialités avec un cadre juridique, je ne reviens pas sur les détails du cloud, sur plein de choses, sur la souveraineté, sur la géopolitique. Là, on va rester dans le pratico-pratique, si vous voulez. Mais là, on a des problèmes dessous, faut être honnête. Mais par contre, le génie du truc, et c'est ça toute la différence, c'est que là, il accède à vos données. Et donc là, la plus-value, on n'est pas dans ChatGPT. C'est pas le scrap du web mondial et de Wikipédia. On est dans une application pratique où là, comme pour Delibia, on touche à la ressource même de la collectivité et au savoir de la collectivité. Et là, il y a la plus-value qui est absolue. Et donc, sur ces suites, notamment bureautiques, il y a des choses à faire et elles sont d'importance. Bernard Giry, sur les cas d'usage que vous évoquiez tout à l'heure, que vous avez identifiés, est-ce qu'il y a des choses qui tournent déjà ? En fait,
On est juste au démarrage, donc on a fait des marchés d'innovation et dans le mot, il reste quand même marché. Donc ça prend un peu plus de temps et surtout, en fait, paradoxalement, c'était les premiers à la région. Donc il y a toute une phase d'acculturation finalement de la commande publique pour se rassurer, puisqu'on finalement dans un marché d'innovation, on choisit l'entreprise, on est au préalable par la phase de sourcing. Donc finalement, ça a pris un tout petit peu plus de temps cet été pour démarrer, mais on est en pleine phase de démarrage. Et sur ces parties, là où on avance aussi, c'est sur la partie détection de fraude. En fait, c'était un sujet qui était très peu présent à la région parce que souvent, on était intermédiaire. Donc, c'est-à-dire qu'on allait plutôt soutenir un réseau d'acteurs, d'entreprises, etc. Et de plus en plus, on va aider, peut-être aussi au travers du Covid, d'une accélération, directement le citoyen. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a la notion de fraude augmente et qu'on est obligé de la traiter. Donc là, on est en train de regarder ces sujets-là. Okay. Voilà. On le disait en introduction, l'utilisation de l'IA dans les collectivités pose des questions sur les données personnelles, sur la propriété intellectuelle, sur le modèle économique de l'IA, sur l'environnement, sur les enjeux, même les enjeux politiques, et de manière très prosaïque sur la pérennité de certains emplois. Est-ce qu'il y a des questionnements sur ces points chez les élus ou dans les services? Je pose la question de manière ouverte, peut-être Angela pour commencer. Dans le cadre de notre projet, elle en posait deux essentiels. C'est la sécurisation de la donnée. Comme le disait Monsieur Muller qui intervenait précédemment, c'est vrai qu'on accepte qu'un humain fasse une erreur, on ne l'accepte pas d'un robot. Donc il faut que la donnée soit sécurisée, mais surtout fiable et claire. Donc là, c'était vraiment essentiel. L'autre enjeu également, c'était la préservation des emplois. C'est vrai que quand on a commencé à parler de... Alors à l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle, parce qu'on est arrivé avant ChatGPT. Donc c'était pas tellement vulgarisé, on parlait de robotisation de l'information. C'est vrai que ça a été un véritable souci du côté des agents. Et en même temps, le top management était plutôt content à l'idée de potentiellement faire des économies de personnel. Donc on lui a rapidement répondu que ce ne serait pas le cas. L'idée, c'était effectivement de donner d'autres tâches aux personnes qui n'allaient plus répondre de manière basique aux demandes des usagers. Donc voilà, c'était deux enjeux pour nous. Bernard Giry, côté élu et côté service, des réticences, des aspérités? Côté service, il n'y avait pas forcément de réticence, mais on se dit qu'il fallait engager le débat. Donc on a mis en place, on a un cycle de conférences sur différents thèmes, et du coup on a engagé une semaine de l'IA avec 2-3 conférences sur les biais de l'IA, sur le genre dans l'IA, les data. Et donc on va le faire sans doute 2 fois par an au travers de ce type d'éléments pour les engager. Au niveau des élus, il y avait plutôt une volonté, en tout cas, puisqu'on a fait un séminaire cabinet direction sur le thème de la cyber et de l'IA. Donc je pense que le sujet était porté en disant il faut y aller. Donnons-nous les moyens de tester, on ne peut pas passer à côté, et proposez-nous un cadre, une doctrine, etc. Donc plutôt une volonté d'y aller. Et après, au niveau de la direction générale, c'est vrai qu'on a quand même, on est tous confrontés aujourd'hui à des difficultés budgétaires, même les régions sont contraintes, et donc il y a quand même une volonté de ne pas augmenter le recrutement. Et tout en augmentant la qualité de service. Donc je dirais qu'on est dans une phase, pour moi, où finalement, on est déjà dans l'amélioration de la qualité de service, aller vers cette notion de temps réel sur lequel les administrations n'y sont pas par rapport à ce qu'on peut avoir dans le privé. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment ce qui nous drive et focalise, c'est cette idée de pouvoir répondre en temps réel et comment ces outils nous aident et ce qu'on ne sait pas faire. Après, peut-être qu'il y aura sans doute une deuxième phase, on ne peut pas le nier, de reconversion des postes, parce que l'IA, on le voit, et y compris, contrairement à ce qu'on dit, sur les fonctions les plus intellectuelles. On a commencé sur les fonctions peut-être les plus basiques, mais je pense que les métiers de consultant, les métiers d'avocat, etc., où la partie juriste va considérablement évoluer, on le voit bien. Et donc, c'est bien tous les métiers, c'est pas que les métiers. À la limite, le plombier, lui, sera le moins engagé, ou nos métiers techniques dans la maintenance des lycées sera sans doute le moins engagé sur l'IA, contrairement à un certain nombre d'agents de catégorie A.
Manu Reynaud, qu'en est-il chez vous? J'ajoute que vous avez pris les devants vis-à-vis des syndicats. Vous les avez sollicités pour savoir ce qu'ils pensaient du sujet, notamment sur la question de l'emploi. Oui, alors moi déjà, j'allais vous dire, de façon générale, on n'en fait jamais assez, il faut en faire encore plus. Et pour revenir sur un peu sur le parallèle, hein, il y a eu aussi un séminaire de la direction générale sur ces questions, sur la volonté toujours d'établir une stratégie IA et data pour acculturer et voir les directions. Et au niveau des élus, ben, on va plus loin, on va voter, d'ailleurs c'est la semaine prochaine, une mission intelligence artificielle pour mettre un cap, le voter par le conseil de métropole, avec un travail qui a été fait avec les entreprises, avec les chercheurs, pour dire qu'il faut surinvestir. En fait, en gros, moi je vais vous dire comment on va leur présenter la chose. En gros, c'est, vous voyez, on vient d'inventer Internet. Vous voulez passer à côté? En vrai, c'est ça. C'est de ce niveau-là. Sauf que derrière, il y a plein d'implications. Elles sont tellement importantes qu'il va falloir des réflexions. Donc nous, on essaie d'utiliser tout le spectre à notre petite échelle. Déjà une convention citoyenne pour l'appréhension du citoyen, parce qu'il y a des questionnements à se poser. Et ben on le fait. On le fait co-présidé notamment par Cédric Villani. Et donc on lance cette initiative, mais on lance aussi tous les soutiens qu'on peut donner à l'université quand elle participe à des projets d'appel à projets IA Cluster dans le cadre de France 2030, ou tous les appels BPI. Là-dessus, nous, on soutient et on est vraiment au cœur de cela. On va mettre en place des halles de l'IA, puis on va mettre en place, et pour en revenir à votre question, d'ici 1 an, on va lancer, et on souhaite que ça Montpellier, parce qu'on veut faire de Montpellier, qui est déjà une capitale en soi de l'innovation, mais en faire une de l'innovation sur ces thématiques. Un grand forum international, on aura l'occasion d'en reparler, là on est en train de monter les choses, sur les enjeux sociétaux de l'IA, parce qu'il va y avoir des implications essentielles, et il faut les penser. Il ne faut pas les penser qu'en termes technologiques, il faut les penser en termes philosophiques, en termes sociologiques, en termes de ressources humaines, et tout ça, ça demande des pensées. Moi, je veux entendre, enfin je souhaiterais entendre le président Michael Delafosse sur ces questions-là aussi, sur l'ensemble des centrales syndicales, sur leur avis, leur construction, leur doctrine, de comment ça va évoluer. Il y a des choses qu'on peut faire. On va avoir d'ici 1 an énormément de retours d'expérience d'outre-Atlantique. Alors, il y en a déjà, mais on va avoir d'autant plus là maintenant, à la vitesse où vont les technologies. Donc, il y a tous des questionnements qui sont de ce côté-là. Mais nous, c'est CAPIA et Data, clairement, pour le mettre au cœur du débat public. Alors là, je vais vous le dire de façon élue, pour en faire un sujet politique. Et un sujet politique, je veux le dire clairement, pour que ça soit politique, ça c'est d'expérience, hein, ça doit être clivant. Ça ne peut pas être neutre. Ça peut être sans odeur. Ça ne peut pas être un outil, ça ne peut pas être une version de Word. C'est d'autres questions. Il faut que ça soit clivant pour que ça intéresse. Et moi, je vous le dis, pour faire de la politique, là, en l'occurrence, et vous répondre politiquement, il n'y a pas que la Sainte Union européenne qui va nous préserver des questions de liberté publique, parce que c'est un formidable outil. Enfin, ce sont des formidables technologies, c'est des capacités à interroger. Une fois de plus, pour reciter l'excellente présentation de Jean-Paul Muller tout à l'heure, il y a des interrogations au niveau de la question de l'énergie, au niveau des data centers, qui vont être prégnantes. Et ça, il faut en avoir conscience. Et ça ne peut pas être uniquement l'objet de discours, mais l'objet aussi de réglementation par rapport à ces questions-là, et donc de prise en considération dans un débat public. Angela Rajnar, il y a eu parfois des aspérités, des réticences à la mise en œuvre de votre Colbot. Comment vous êtes venu à bout de ces réticences, que ce soit de la part des élus, des services ou du public, tout simplement ? Alors, pour ce qui est des élus et de la direction générale, on a la chance d'être... enfin, ils sont très ouverts à l'innovation, à l'expérimentation. Donc là-dessus, quand on est arrivé avec une potentielle solution au premier sujet de mécontentement, hein, quand même, sur des sondages qu'on faisait quant à la qualité de nos services, c'était vraiment la qualité téléphonique qui était très très mal notée, avec, je le rappelle, 70% des appels qui ne sont pas décrochés. Donc là, effectivement, il y avait quand même une petite lueur d'espoir dans leurs yeux. Voilà. En interne, je vous le disais tout à l'heure, c'était beaucoup plus difficile. Et puis alors en externe, avec le risque de déshumanisation, de la relation à l'usager, etc., c'était un vrai sujet. Donc on a travaillé avec la start-up qui nous a accompagnés sur ce projet, qui est Yelda, je me permets de la citer, elle est juste à côté à Station F, qui du coup développait cet outil. On était leur premier client sur ce type d'outil. Donc ça nous a permis de travailler avec eux et de déployer une méthodologie pour impliquer en interne les agents et puis en externe les usagers. Donc en interne, on a travaillé avec l'ensemble des agents d'accueil
sur la création d'une base de connaissances qui permettait d'alimenter cet outil d'intelligence artificielle. Et puis, on a forcément fonctionné en gestion de projet et gestion du changement, accompagnement au changement, avec tous les services concernés par ce sujet. Alors, la DSI, bien évidemment, le service client qui était le service de la relation citoyenne, le service marketing public pour identifier les freins du consommateur, etc. Et puis le service communication. Donc c'est vraiment parce qu'on était tous en intelligence collective, en train de poser nos attendus, nos problématiques, les freins qu'on a pu lever le projet. Donc évidemment, on a rassuré en interne les agents d'accueil avec un plan de formation. Et puis une promesse davantage de sens en réalité quant à leur mission, avec une approche plus qualitative de l'information à l'usager et avec plus de temps également pour l'échange. Donc ça, c'était pour le volet interne. Pour le volet externe, en fait, on a carrément impliqué les habitants sur la création de cette intelligence artificielle. Alors comment ? On a déjà mobilisé l'Assemblée citoyenne, qui est composée de 40 habitants, à peu près tout sociotype, tout âge, enfin à partir de 16 ans, en les challengeant. C'est-à-dire qu'on leur a donné accès à la phase test de l'intelligence artificielle, de notre codebot, et on leur a demandé de challenger le callbot en lui tendant des pièges, sachant que plus le callbot était piégé et plus il s'enrichissait. Donc on leur a donné un temps très très court. Alors on avait accès aux audios, c'était assez rigolo parce que ils ont beaucoup travaillé sur la synonymie avec un vocabulaire plus ou moins recherché. Ils se sont amusés à faire des accents pour voir si le robot comprenait les différents accents régionaux, etc. Donc c'était assez sympa. Ils se sont vraiment mobilisés sur le sujet. Et puis on les a également impliqués sur le choix de la voix du robot. Ça peut sembler secondaire, mais c'était intéressant de le faire avec eux. Voilà. Ensuite, pour le grand public, on les a sollicités sur le choix du nom. L'idée, c'était d'effacer le plus possible le côté robot de notre outil, donc on voulait le personnifier. Et on a lancé un concours de choix de nom. Donc on a reçu une trentaine de noms. L'Assemblée citoyenne en a retenu 3 et le grand public a choisi le dernier nom. Donc les habitants ont choisi Optimus. Donc c'est assez rigolo parce qu'il y a l'idée d'optimisation et puis ça fait quand même un petit peu robot. Voilà, ça fait un peu Star Wars. Donc ça, c'est le choix du nom. Et puis enfin, une fois que nous avons été capables de mettre en ligne notre callbot, nous avons informé la population sur la nécessité d'enrichir à nouveau le callbot, parce que forcément nos 40 personnes de l'Assemblée citoyenne ne pouvaient pas assurer suffisamment d'appels pour aboutir à un service efficient, totalement efficient. Et donc du coup, on a fonctionné en phasage. On a commencé par des matinées de mise en œuvre du callbot pour finir 3 mois après à full-time de callbot et en expliquant à chaque fois quels étaient les résultats, le pourcentage de réponses positives, etc. à travers le journal municipal. Donc voilà, on a vraiment été transparent sur le fait qu'il fallait alimenter, qu'il allait être de plus en plus intelligent et du coup de plus en plus efficace. Et en impliquant les gens, ça nous a également permis de les former à ce qu'était une intelligence artificielle. Manu Renaud, tout à l'heure on parlait de l'utilisation de l'IA par les services internes de la collectivité. Il y a aussi la question de services rendus à la population à travers l'IA. Est-ce que ces questions sont traitées conjointement ou vous en faites quelque chose de séparé ?
Non, bien sûr. Alors, je suppose que quand vous voulez parler de la relation usagée, et notamment Oui. pour faire le pendant par rapport à votre standard, alors pour le coup, là, on est sollicité par des entreprises qui ont des solutions pour l'instant, mais moi je pense qu'on est aussi. Alors, moi j'apprécie beaucoup la méthode, la façon dont ça a été appréhendé, parce que justement, ça permet de faire comprendre l'acceptabilité. On est toujours dans la question du questionnement sur l'acceptabilité, la question de l'humain dans toutes ces questions. C'est important, et notamment dans la démarche qu'on a pu avoir, nous, vis-à-vis des syndicats et des organisations syndicales, on a pris le parti de dire on ne sait pas grand-chose, mais on va vous le dire. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir de la défiance. On a de la défiance quand on ne met pas des méthodes. Il n'y a rien de pire, en politique notamment, de dire on travaille sans rien dire. Nous, on travaille et on le dit, mais on dit qu'on initie des choses, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas des choses secrètes. Tout le monde bosse sur ces technos depuis à la fois longtemps, parce qu'elles ne sont pas nouvelles, et maintenant, on cherche tous des cas d'usage. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça ne soit pas mis au grand public pour dire on va tester, et dans quelles conditions on va le faire, parce que les gens ils ont besoin de repères, et c'est normal. Enfin, quand on fait de la politique, c'est aussi pour donner des cadres de repères. Moi, je vais vous dire, sur des repères, sur des choses qui sont beaucoup plus... qui sont à la fois qui sont importantes dans le débat sociétal. À Montpellier, Michael Delafosse, qui est le président, a fait un gros engagement sur la question de la laïcité. Ça, c'est des repères. Et ben, dans le monde numérique, il faut aussi marquer des repères sur la méthode, sur vers où on veut aller. Et la place de l'humain, c'est ça qui a été questionné. À la fois, évidemment, dans le rapport à l'emploi, mais je veux dire, dans les suites bureautiques, la réalité, c'est que s'il n'y a pas d'accompagnement, on peut le passer aussi sur les standards, s'il n'y a pas d'accompagnement, on va se retrouver avec la situation actuelle. C'est qu'aujourd'hui, 82% alors, évidemment, tout est soumis à chiffres, mais enfin, ça fait quand même, c'est 82%, c'est pas 2. 82% des entreprises disent, les grandes, ne pas interdire à leurs agents d'utiliser ChatGPT, mais 70% des agents interrogés disent qu'ils le font dans le dos de leur supérieur hiérarchique. Ce qui pose quand même un gros souci. Imaginez, nous on déploie Copilot. Alors je vous ai dit les réserves que j'avais par rapport à la solution, notamment tarifaire, mais pas que, surtout pas que, parce qu'il y a aussi des réserves de fonds et pas mal de réserves juridiques, géopolitiques et ainsi de suite. Mais imaginez on déploie une solution comme ça. La solution, je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez vu la démo, puisqu'elle est en démo, mais en fait, après, c'est des applications pratiques de ChatGPT avec des versions améliorées, avec vos ressources. Mais ça vous délivre un compte-rendu d'une visio. Ça vous fait des synthèses de mails. Enfin, à un moment donné, ça repose un questionnement pour un certain nombre de types de professions et de profils de poste et de sens au travail. Si à un moment donné, vous avez une collectivité qui dit niet, on ne touche pas, mais que vous allez l'utiliser parce que ça résume très bien, ça permet d'améliorer des textes. Enfin, moi, je l'utilise assez couramment. C'est à la fois un gain de temps, ça s'appelle de la productivité, mais ça permet aussi d'autres choses. C'est une autre appréhension. Il faut marcher avec deux jambes. Donc, on ne peut pas avoir un discours qui dit d'un côté ne l'utilisez pas, mais vous l'utilisez quand même, en plus mal, parce que vous n'êtes pas formé. Et derrière, il y a une perte de sens au niveau du boulot, parce que, à vrai dire, vous allez gagner du temps. Il faut être très clair, pour rédiger les comptes rendus, pour faire tout un tas de trucs qui peuvent être de la pénibilité de col blanc, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, ça change le sens, ça change le profil de poste, ça change la temporalité. Donc tout ça, il faut l'appréhender, il faut se le dire, il faut le verbaliser, que c'est des questionnements qu'on veut avoir. Mais il n'y a rien de mal à se le dire, mais le verbaliser, c'est l'essentiel, ça permet de franchir un pas pour comment le traiter. Moi, ce que je dis aux responsables en charge des RH, c'est qu'il faut déléguer dès maintenant des missions là-dessus pour que déjà au niveau des RH, on commence à se former sur cette évolution des métiers et qu'on commence à l'appréhender pour ne pas le subir. Angela Rojner, votre callbot n'est pas infaillible, donc il répond, et c'est pas répondre à toutes les questions. Quel est le taux d'appels basculés vers les agents que vous avez et plus globalement, vous avez un an déjà d'utilisation, quel est globalement le bilan de cette Alors opération? aujourd'hui, donc un an après la mise en œuvre de notre callbot full-time, on est à 100% d'appels décrochés, donc gros succès. On est capable de décrocher un appel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors, je ne dis pas que tous les plaisirois appellent après minuit, mais néanmoins, si on a besoin d'une information de dernière minute, on est en capacité de la recevoir. Donc ça, c'est très successful. Ensuite, la majorité des appels, comme je vous le disais tout à l'heure, n'étaient pas très enrichissants en termes d'échange. Donc, la majorité des appels sont renseignés par le callbot, sachant que derrière, il renvoie souvent sur le site internet et qu'en plus, on envoie un SMS de confirmation avec toutes les informations transmises sur le SMS de la personne qui a appelé.
Donc ça, c'est hyper intéressant. Et les quelques appels qui sont finalement décrochés, donc renvoyés à un agent, la plupart du temps, c'est parce que ça nécessite une conversation trop riche pour qu'elle puisse être traitée par notre callbot. Et la majorité de ces appels sont ensuite rebasculés au service directement concerné. Et c'est là où on retrouve du sens en réalité de l'accueil et de l'information au public. Merci. Bernard Giry, on parlait tout à l'heure de doctrine. Alors, est-ce que vous avez déjà formalisé une doctrine pour ce qui est du choix des partenaires, des technologies, de l'hébergement d'applications, des applications et des données ? On est en cours de formalisation, mais on a quelques principes de départ, comme je disais tout à l'heure. Ça a été testé, ou de partir avec des partenaires français ou européens au départ, et effectivement de se dire on va pas aller avec ChatGPT sur les applications qu'on veut faire. Donc on est déjà parti de ce point de départ au niveau du choix des partenaires. Au niveau de l'hébergement des données, en tout cas et des hébergements des algorithmes, là c'est une réflexion qu'on mène, puisque on a à la fois, nous, on est un peu en hybride, on a à la fois notre data center mutualisé avec Val d'Oise Numérique, mais sur cette partie-là, on n'a pas encore poussé la réflexion. Et puis les investissements sont aussi importants pour héberger ces algos. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ou alors l'externaliser. Donc je dirais que ça, c'est un peu la phase de travail, ce qu'on s'est donné d'ici janvier-février, de pouvoir aboutir un peu comme le fait Montpellier, de se dire voilà, le cadre de travail, d'intervention, la règle. Et après cette règle, eh bien, on pourra toujours justifier d'une exception ou pas, pourquoi on ne peut pas le faire ou comment on le fait autrement. Mais on est en train d'évaluer aussi le cadre de travail. On a aussi les grands acteurs, et vous les avez aussi à Montpellier, tout ce qui est Cines, etc., qui font aussi des offres d'hébergement de ce type. Donc on est dans ce cadre d'évaluation aujourd'hui, mais avec un prisme qui est de se dire, essayons de voir tout ce qu'on peut faire avec des acteurs souverains, et qu'est-ce qui n'est pas possible, et on le justifiera en disant on ne peut pas non plus passer à côté d'un certain nombre de choses. Sur l'aspect copilote, etc., l'aspect tarifaire, effectivement, un élément, surtout que globalement, les éditeurs américains nous ont mis 20% d'augmentation des prix, environ. Nous, on est passé d'1,9 million à 2,5 millions de licences Microsoft entre 2022 et 2023 pour le siège région. Donc si c'est le même type d'augmentation, on ne pourra pas suivre. Donc il y a effectivement un enjeu de maîtrise des coûts aujourd'hui, y compris dans l'IT, y compris dans des collectivités qui sont plutôt volontaristes. On va quand même devoir justifier de plus en plus nos investissements, ce qui est totalement légitime, puisque ça se fait dans le privé, mais là en plus, on le fait avec l'argent public. Angela, un sujet qu'on n'a pas évoqué, est-ce qu'il y a eu un impact sur l'organisation des services par la mise à l'œuvre du callbot ? Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, l'accueil téléphonique, ça concernait que 3 agents. Donc en réalité, ça impacte peu. Mais néanmoins, elles ont gagné en qualité de service. Elles sont davantage valorisées dans leur mission quotidienne. Et puis valorisées également sur le fait qu'elles aient été impliquées dans le projet, partie prenante. Une d'entre elles d'ailleurs est dédiée dédie 2 heures le lundi matin pour checker toutes les questions auxquelles le callbot n'a pas pu répondre, pour continuer à l'enrichir et à enrichir la base de connaissances. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant. Et puis on a retrouvé également une attractivité sur ce poste, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de problème de recrutement. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Par contre, à la grande déception du directeur général, on n'a pas fait d'économie de personnel, mais ce n'était pas le but. C'était pas le but. Et en termes de base de connaissances qui alimente le bot, est-ce que vous pensez de l'ouvrir peut-être pour aller vers d'autres usages ? Oui, alors ça pose une vraie question de fiabilité de données, de sécurité, RGPD, etc. On est vraiment dedans. Néanmoins, on sent que on en aurait bien besoin, parce qu'en réalité, l'usager fait souvent des erreurs quant à l'attribution des services publics. Avec le millefeuille territorial, c'est un petit peu compliqué de savoir qui fait la carte de transport. Alors, la carte de transport scolaire, c'est la ville, mais la carte de transport tout court, c'est pas la ville. Il peut y avoir l'agglomération, il peut y avoir la région.
Et c'est sûr que quelqu'un qui appelle le callbot et qui dit je voudrais renouveler ma carte de transport, et bon, on lui répond sur les transports scolaires, donc ça nous pose un souci. Et quand on ne sait pas répondre, on leur dit nous sommes désolés, mais la mairie ne gère pas ce sujet, merci de vous référer à un site internet. Enfin, c'est assez vague. Et en ça, c'est pas très qualitatif. Alors soit on tombe sur la boucle infernale que vous connaissez tous, hein, ne serait-ce qu'avec un chatbot où vous posez une question et l'intelligence artificielle vous répond à côté, vous reformulez la question et il continue à vous répondre à côté. Donc ça, c'est assez frustrant et très désagréable pour l'usager. Donc si on veut casser ces boucles et avoir 100% de réponses, il va falloir qu'on envisage d'ouvrir. Alors je sais que notre service DSI travaille avec Yelda sur la possibilité d'ouvrir sur une intelligence artificielle générative beaucoup plus large. C'est à l'étude. On va peut-être expérimenter. Merci pour ces précisions. J'aurais certainement beaucoup d'autres questions à vous poser, mais peut-être on va prendre quelques questions du public. On a quelques petites minutes disponibles. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, pour nos intervenants? On viendra avec un micro. Cédric Grenet de Cosenaglo. Je viens avec le micro. Merci. Ça concerne justement le callbot et la question de la base de connaissances, parce que derrière, il y a tout ce travail aussi de mise à jour permanente, parce que une collectivité, ça vit au quotidien. Et comment vous avez intégré cela dans le processus, j'allais dire, d'amélioration continue des services et de l'amélioration de cette base de connaissances? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on a une veille permanente des taux d'erreur, enfin du niveau d'erreur. On a également des analyses statistiques qui sont extrêmement intéressantes sur le type de questions et de sujets sur lesquels le callbot est interrogé. Et puis, on a également une attention toute particulière sur l'actu chaude, hein, parce que généralement, on pense à l'actu froide, hein, tous les process qui sont bien identifiés. Mais il peut y avoir un événement sur la ville qui engendre de nombreux appels sur la ligne téléphonique. Donc ça, il faut effectivement changer nos modes de fonctionnement qui sont souvent lourds hein, sur la mise à jour des données. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'identifier une personne qui est la personne référente et l'ensemble des informations convergent vers cette personne. C'est-à-dire que le service communication, lorsqu'il est informé par le cabinet, met en copie cette personne, le cabinet idem, dès qu'on passe en gestion de crise, la personne est concernée, les services techniques, dès qu'il y a une rue fermée pour travaux, informent également cette personne. Donc c'est là où l'accompagnement du changement est important à mettre en œuvre, parce qu'en réalité, tout à l'heure, je vous ai parlé des personnes qui ont travaillé sur la mise en œuvre du callbot, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est l'ensemble des services qui œuvrent pour les habitants qui sont concernés par ce callbot. Merci pour ces précisions. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non. Bien, dans ce cas, vous pouvez les poser à l'occasion de la pause café qui va suivre. Il nous reste à vous remercier, madame et messieurs. Je pense qu'on peut les applaudir pour cette première table ronde. Et on se retrouve dans une quinzaine de minutes, si vous voulez bien. Merci.